Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce 12-13 en Normandie. Au sommaire aujourd'hui, l'envol de l'Archange. Ce matin, la statue de Saint-Michel au sommet de la Merveille a été élitreillée pour être restaurée. Nous retrouverons dans un instant Jean-Baptiste Patier sur place. La 11e semaine du don de moelle osseuse. Nous recevrons pour en parler la responsable adjointe des prélèvements à l'EFS Normandie, le docteur Valérie Lefebvre. Réouverture aujourd'hui au public de la batterie de Merville sur la côte du Calvados. C'est l'un des hauts lieux historiques du débarquement en Normandie de juin 1944. Le troisième essai aura donc été le bon. Ce matin, la statue de l'Archange a quitté le sommet de l'abbaye au Mont-Saint-Michel. Délicate opération d'élitreillage. L'Archange va maintenant pouvoir être restauré. Reportage de Jean-Baptiste Patier, Joël Amar, Cyril Duponchel, Franck Baudreau et Mathieu Bellingen. Une opération éclair et délicate. Une fois le câble saisi, accroché à la statue à plus de 120 mètres de haut, en moins de 2 minutes, l'Archange Saint-Michel s'envole vers les cieux de la baie, devant le regard serein des moniales. Si quand les gens viennent au mont, ils regardent toujours vers en haut, vers le ciel. Et là, c'est sûr qu'on avait tous les yeux fixés sur la statue de l'Archange. Mais au-delà de la statue de l'Archange, c'est sûr que ça nous élève. Durant 2 mois, les habitants du mont seront séparés de leur saint protecteur. Beaucoup de gens viennent au mont du fait de l'Archange Saint-Michel pour se confier à lui. Et donc c'est pour nous un moment important et puis attendu. On vient de dire au revoir à un compagnon de route. Il est là tous les jours. Et il reviendra. Bien sûr. Après le ciel, la terre, regagnée en à peine 5 minutes, grâce à la précision du pilote d'hélicoptère. Ça n'a pas été simple, mais on savait que ce ne serait pas simple. C'est une opération un petit peu particulière du fait qu'on n'a aucun repère visuel. Une fois qu'on est là-bas, vous avez l'Archange et tout autour, c'est le vide. Une fois déposée, première inspection de l'Archange. Si la dorure s'est ternie, la statue est dans un état correct. À première vue, comme ça, relativement bon. Il y aura quelques reprises de soudure. L'armature interne nous paraît en assez bon état. En début d'après-midi, direction Périgueux pour une restauration complète et l'installation de nouvelles pointes paratonnerres. L'Archange retrouvera sa flèche mi-juin. Et nous retrouvons sur place Jean-Baptiste Patier et ses invités. Opération très rapide en fait, Jean-Baptiste, tout s'est très bien passé ce matin. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Tout s'est très bien passé, en témoigne juste derrière nous la fameuse statue de l'Archange Saint-Michel qui n'avait pas regagné la terre depuis 1987, à peine 10 minutes en tout pour cette opération. Et à mes côtés, on peut le dire, un ouf de soulagement pour vous, Xavier Bailly, administrateur de l'abbaye, et pour vous, Philippe Charon, adjoint à la conservation. Oui, c'est effectivement un succès qui n'était pas gagné d'avance, tant l'opération était complexe. Levé à plus de 120 mètres de hauteur avec l'aide d'un hélicoptère, une masse de 500 kg au millimètre près, n'était pas gagné d'avance. Et nous sommes, avec un soupir de soulagement, que nous pouvons admirer le travail qui est derrière nous et que nous pouvons voir de près maintenant. Soupir aussi de soulagement pour vous, Xavier Bailly, parce qu'on rappelle, ça a été reporté 2 fois cette opération. Ça devait être le 15 février, puis le 25, et enfin aujourd'hui, bientôt le printemps, et le Archange est là. Oui, vous savez, pour le Centre des Monuments Nationaux, c'est toujours un enjeu majeur, la sécurité avant tout, celle de l'œuvre bien sûr, mais aussi surtout celle de nos publics. Donc il fallait que ce soit fait avant l'ouverture du monument. Et celle des ouvriers, parce qu'on a vu dans ce reportage l'importance de l'hélicoptère, mais aussi de l'échafaudage qui a été monté au sommet de la flèche, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu ce décalage. Très important l'échafaudage. Racontez-nous cette pièce maîtresse. Oui, alors l'échafaudage qui monte et qui enserre la flèche, qui est la phase préparatoire, puisqu'il a fallu en fait lever et préparer avant le levage par l'hélicoptère la statue, donc procéder à son mouflage, de telle façon qu'on puisse la dégager de 30 ans de corrosion. C'était une opération qui a pris pas mal de temps, qui était une phase préparatoire. Et elle a coûté à peu près 1 demi-million d'euros, c'est ça Alors pas tout à fait, parce qu'en fait c'est une opération qui se passe dans le cadre de la réfection du système de paratonnerre de l'abbaye, qui est assez complexe, puisque l'endroit est particulièrement sensible à la foudre. Et donc c'est à l'occasion de la réfection de l'ensemble du dispositif de protection contre la foudre que la statue est déposée. Et nous en profitons évidemment de cette dépose qui était justifiée par cette opération pour en faire la redorure. La redorure, justement, monsieur Bailly, on l'a vu, c'est 65 grammes d'or pour une statue qui pèse 1 demi-tonne. L'or, faudra bien sûr le remettre, puisqu'on voit bien que cette statue, malheureusement, est un petit peu moins dorée.
Oui, mais enfin, on peut constater quand même que l'œuvre est dans son allure générale bien conservée. On va s'en approcher de très près avec les ateliers de restauration, c'est l'enjeu. Et bien sûr, la dorure sera l'éclat final, c'est aussi la protection, l'enveloppe de protection d'une œuvre qui, somme toute, doit aussi faire face aux générations futures. Et une œuvre qui sera là dans le futur, bien sûr, pour le 2 juillet, le départ du Tour de France. Et oui, l'Archange sera au sommet de la flèche du Mont-Saint-Michel, un événement aussi à suivre sur France Télévisions, bien sûr. Mais d'abord, direction Périgueux pour une restauration. Merci Jean-Baptiste, merci à vos invités. On peut noter que l'atelier où cet archange sera restauré est le même atelier où la statue de Napoléon à Cherbourg l'avait déjà été il y a quelques semaines. En social, l'avenir sombre du centre administratif de la Société Générale à Caen. Les salariés manifestaient ce matin, boulevard du Maréchal Juin, devant les locaux. 115 personnes sont concernées à Caen, mais au total, une demi-douzaine de sites fermeraient en France entre 2018 et 2020. Rouen, Grenoble, Paris-Gemap, Nice, Nancy et donc Caen, soit au total 550 postes. Les salariés sont inquiets de leur avenir dans le sens où les postes, comme dit l'entreprise, sont supprimés mais pas les emplois. Après, il va falloir qu'ils aillent soit sur Orléans, soit sur Rennes. Les successions, la plateforme est prévue d'être créée à Toulouse, donc ça crée des problématiques importantes en termes de mobilité géographique. Après, il y a aussi tous les problèmes individuels et personnels concernant les conjoints aussi qui ont un travail sur place. Phil Hogan, le commissaire européen à l'agriculture et la Commission de Bruxelles réinventent les quotas laitiers. La Commission a visiblement entendu l'appel à l'aide du monde agricole. La Commission a donné son feu vert pour une limitation temporaire de la production de lait afin d'endiguer l'effondrement des prix. Réaction plutôt favorable du ministre français Stéphane Le Foll. Il y avait une large majorité, cette fois-ci, pour que les mesures qu'on avait proposées soient reprises par beaucoup de pays, à la fois sur l'idée de la modération de la production, sur les relèvements de plafond d'intervention, sur l'observatoire qui existe pour le lait qui va être étendu à toutes les productions, sur le fait qu'on ait maintenant des règles d'aide aux exploitations qui soient revues et augmentées. Tout ça, c'est des demandes françaises qui ont été mises dans un paquet et qui ont été présentées et soutenues par la présidence néerlandaise et par la Commission. Quel sort pour le Calliope, ce porte-conteneur bien malade, remorqué en panne totale d'énergie il y a quelques jours vers le port du Havre. Vous en avez parlé dans ce journal. Depuis, le navire immatriculé au Liberia est amarré à la porte Océane, quai de l'Asie. Il ne pourra reprendre la mer qu'une fois remis aux normes. Mais l'association écologiste Robin des Bois croit voir une magouille au démantèlement derrière l'histoire de ce porte-conteneur. Danilo Comedy et Rosanne Meheux. Le Calliope, toujours détenu dans le port du Havre. Détenu, c'est le terme administratif prononcé par le Centre de sécurité des navires. Le porte-conteneur est cloué à quai depuis une dizaine de jours où il doit être réparé s'il veut reprendre la mer. Victime d'un blackout total en sortant du port le 1er mars, il était à la dérive quand la préfecture maritime avait ordonné son remorquage et son retour à quai. L'équipage, 23 Indiens et 2 Grecs, avait totalement perdu le contrôle. Depuis, le Calliope a besoin de réparations substantielles pour pouvoir être autorisé à repartir. Mais partir où? Mystère. Le navire vient de changer 3 fois d'armateur. Aujourd'hui, une compagnie grecque gère, tant bien que mal, sa fin de vie, car le Calliope, après 25 ans de service, sera démoli. Mais démoli où? Encore un mystère. Pour l'association écologiste Robin des Bois, la destination finale ne fait aucun doute. Comme ses sister ships et contrairement à la réglementation européenne, le Calliope finira dans un chantier de démolition en Asie. Les navires sont dans des ports européens et on nous dit non, ils vont poursuivre leur exploitation. Et en fait, ils partent où? Ils partent faire les plages en Inde où il n'y a absolument aucune contrainte ou très peu de contraintes en matière de protection des travailleurs et de l'environnement. Alors qu'on est très capable de travailler proprement en Europe, mais ça rapporte moins que si on l'envoie en Inde. Les inspecteurs du Centre de sécurité des navires retourneront à bord pour une contre-visite dans les prochains jours. La 11e semaine nationale de mobilisation pour le don de moelle osseuse. Bonjour, docteur Lefebvre. Bonjour. Vous êtes la responsable adjointe des prélèvements à l'établissement français du sang pour la Normandie. À quoi servent ces dons de moelle osseuse ?
Eh bien, en fait, ces dons servent à peu près à plus de 2000 patients en France qui ont besoin, dans le cadre de leur maladie, en général 80% des cas, ce sont des maladies de la moelle osseuse, donc c'est-à-dire de leucémie, des myélomes, des pathologies de la maladie du sang en tout cas. Quel est l'état de vos stocks ? Alors en France, on a un peu plus de 248 000 donneurs qui sont inscrits sur le registre national de donneurs de moelle osseuse. Ce dont on a besoin, en fait, c'est de gens qui soient informés, de donneurs qui s'informent et qui s'inscrivent sur ce registre national de donneurs de moelle osseuse afin qu'ils puissent un jour être appelés s'il y a besoin pour un malade en fonction de leur groupe, de leurs caractéristiques du groupe HLA. Alors, le problème, si c'en est un, c'est qu'il y a beaucoup de donneuses, en fait. Il y a 2 tiers de femmes, 1 tiers d'hommes. Il faudrait remonter un peu les statistiques masculines, c'est ça ? Voilà, tout à fait. En France, 66% des donneurs qui sont inscrits sur le registre, ce sont des femmes. Et en fait, quand il y a des besoins de greffe de moelle osseuse, dans plus de 66% des cas, ce sont des hommes qui sont appelés parce qu'ils n'ont pas eu de grossesse. Pour plein de raisons, ils sont préférés aux femmes. Il ne faut pas dire non plus que les femmes ne doivent pas s'inscrire. Oui, c'est pas ça. Mais il faut qu'en tout cas les hommes se mobilisent plus pour s'inscrire sur ce registre. Est-ce que tout le monde peut donner ? Alors, tout le monde ne peut pas donner. Il faut s'informer. Il faut avoir déjà entre 18 et 50 ans. Il faut déjà lever la grande idée que la moelle osseuse, c'est pas la moelle épinière. Ça n'a rien à voir. La moelle osseuse, c'est dans nos os. Et c'est ce qui permet de fabriquer toutes les cellules de notre sang. Il faut donc simplement aller sur donmoelleosseuse.fr, pouvoir faire une préinscription et donc venir pour avoir un entretien médical, vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication ni pour le donneur qui s'inscrit, ni pour les malades. Et donc, ainsi, un jour, on peut être appelé pour faire ce geste merveilleux de sauver une vie. Ce don n'est pas spécialement douloureux, comme beaucoup de personnes le craignent. Non, tout à fait. Ce que disent les donneurs, c'est que, globalement, on peut avoir un peu mal aux fesses pendant 2-3 jours, comme une mauvaise grippe, quoi. Donc, quand on sauve une vie, ma foi, c'est bien peu de choses. Merci à vous, docteur, d'être venu dans ce journal. Je rappelle qu'il y a des actions de promotion pour le don de moelle osseuse jusqu'à la fin du mois. À Rouen, à Caen, au Havre, à Lillebonne et en particulier à Granville. Avec beaucoup d'associations qui nous aident beaucoup et les Filles Papillons à Caen effectivement font beaucoup de choses cette semaine sur le site de Caen. Donc venez nombreux sur le site de Caen cette semaine. Vous serez accueillis par l'association Les Filles Papillons pour cette promotion don de moelle osseuse. Très bien, merci à vous docteur. Merci. L'épisode numéro 2 de notre feuilleton à présent, il est consacré cette semaine au CLÉ, le collège-lycée expérimental d'Hérouville-Saint-Clair à côté de Caen. Enseignement différent, innovant, unique en Normandie et presque en France, puisqu'il n'y a qu'une quinzaine d'établissements au total de ce type dans le pays. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Corentin et Yann, 2 élèves qui sont passés tout près du décrochage scolaire pur et simple et que le CLÉ a remis sur les rails. Feuilleton de Pauline Latruite, Jacques Vetter, Quentin César, Fabrice Huguin, François Brier et François Auville. Yann n'est pas franchement du matin. Quand il arrive en seconde, il se fâche avec l'école et n'y va plus pendant 8 mois. Il change alors de lycée et atterrit au CLÉ pour un stage d'observation, une sorte de seconde chance. J'ai été intégré au groupe d'élèves et puis pareil, les profs ils connaissent quand même des parties de notre histoire, de ce qu'on a vécu et de pourquoi on est là aussi. Et du coup, je me suis senti beaucoup plus épaulé que là où j'étais avant. Et donc ça a participé au fait que encore aujourd'hui, je suis content de me lever le matin pour venir. En classe, il se retrouve avec des bons élèves et des moins bons et c'est fait exprès pour favoriser l'entraide. Quand il dit prouver par 4 chiffres, c'est les 4 prouver par 4 chiffres, c'est-à-dire un chiffre chacun. Alors nous, on a un chiffre là-dedans. Ah, ok. Dans 3 mois, il passera le bac éco. Sa mère est rassurée car Yann a passé un cap. Ici, ce qu'il a découvert, c'est qu'il n'y avait pas des profs et des élèves, qu'il n'y avait pas des profs qui étaient dans l'autorité et les élèves qui étaient dans la soumission, mais qu'il y avait une relation différente entre les adultes et les adolescents ou les enfants qui sont dans l'établissement. Et c'est de ça dont il avait besoin. Cette relation, on la comprend tout de suite en allant au conseil de cycle. C'est un temps d'échange où profs et élèves débattent sur un sujet au choix. Ce jour-là, la question concerne l'alcool et les stupéfiants. Être capable de dire non. Le verre de trop. Le pétard qui tourne et puis, non, on n'a pas envie de tirer dessus. Donc on dit non. C'est cette question-là que je voudrais que vous vous posiez.
Les stupéfiants, c'est interdit pour tout le monde. Et donc du coup, quand on est jeune et tout, on veut faire ça parce qu'on veut paraître plus grand. Je veux bien vous entendre sur le sujet. Ce que j'aime ici, c'est que j'ai l'impression d'être utile en fait. On sent qu'on a notre rôle à jouer, notre parole est écoutée. Et du coup, on se sent beaucoup mieux dans un établissement où on est écouté que dans un établissement où on nous empêche de parler, mais où on nous écoute pas. Yann, effectivement, moi j'ai vu un élève qui est arrivé et qui avait besoin d'une rigueur. Et je vois un élève aujourd'hui qui est en paix avec l'école. Donc qui peut maintenant travailler sur le contenu scolaire, l'attitude. Il n'y a plus rien à prouver par rapport au cadre. Yann a trouvé sa place et pourra tracer son chemin, tout comme Corentin, que nous avons retrouvé en prépa au lycée Charles de Gaulle à Caen. Et franchement, il y a quelques années, ce n'était pas gagné. À partir de la 4e, j'étais vraiment parti dans une idée que l'école m'intéressait plus, je travaillais quasiment plus. J'étais beaucoup plus intéressé par l'idée de voir des copains que de m'investir dans ma scolarité. Il part alors en seconde, aux clés, et va avoir une révélation. Le fait d'être avec des professeurs pour qui j'avais confiance, ça m'a vraiment aussi donné envie de m'intéresser aux disciplines qu'ils enseignaient. Là, je pense particulièrement à l'économie que je découvrais à ce moment-là, qui a vraiment été la matière que j'ai préférée en seconde et qui m'a donné envie de continuer après. Et voilà, c'est un peu ce qui s'est passé dans toutes les matières. Corentin a donc choisi une prépa d'économie, forcément. Il est même major de sa promo. Comme quoi, la marche n'a pas été aussi haute. J'imagine que ce soit une prépa ou autre chose, le retour à un système, je dirais, plus classique n'a pas posé spécialement de problème. Pour moi, c'était un peu une suite logique. Corentin rêve de grandes écoles, Yann de décrocher le bac. Et pour eux deux, la clé de voûte a sans doute été cette relation de confiance. Épisode 3 de Feuilleton. Demain, le musée de la batterie de Merville-Franceville dans le Calvados rouvre aujourd'hui au public après 4 mois de fermeture. Les responsables du site ont fait l'acquisition d'objets d'époque pour mieux faire comprendre l'histoire de cette batterie. Reportage de Guénel, Louis et Gilles Dasmarie. Pour l'instant, seul le troupeau voisin et les promeneurs ont pu apercevoir la nouvelle pièce du musée. Ce canon à 25 pendeurs est arrivé il y a 15 jours d'Arromanches. C'est un don d'une association britannique, Airborne Normandie Trust. Ce canon a été utilisé par la brigade Piron, par les Belges. C'est le canon typiquement britannique et il sera exposé près de la casemate dédiée justement à la brigade Piron sur le site de la batterie. Brigade Piron qui est venue au secours des Anglais pour récupérer ce site stratégique. Cette batterie côtière construite par les Allemands. Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, les parachutistes anglais du 9e bataillon lancent un assaut incroyable contre cette forteresse. Les lieux seront libérés en août 1944 avec l'arrivée de renforts. L'histoire se raconte chaque année avec un peu plus de détails grâce à la passion de bénévoles. C'est le cas de Gérard qui vient quasiment tous les jours ici. Avec d'autres fondus, il peaufine le Douglas C-47. Ce Dakota classé monument historique a assuré le largage de parachutistes. Il a retrouvé quasiment toutes ses pièces. Par exemple, notamment un poste de radio qui se trouve là derrière, qui fonctionne, qui a été branché avec les antennes de l'avion. Et avec les ondes courtes, on arrive à avoir Moscou, Pékin, etc. Mais là, maintenant, disons que c'est presque un amusement. On est allé très loin dans les détails. Le musée attire 70 000 visiteurs chaque année. Il est rentré dans le top 10 des plus grands musées du débarquement. Les bêtes vont devoir quitter le champ. Il vient d'être racheté par le musée pour en faire un parking et une belle entrée. Inauguration espérée pour le 75e anniversaire du débarquement par le prince Charles himself, espère la directrice. On verra s'il vient. C'est la fin de ce journal. Vous retrouvez Aurélie Misery ce soir pour le 19-20. Je vous donne rendez-vous demain à midi pour un nouveau 12-13. Belle journée à tous. À demain.